Un chèque en blanc tremble dans les mains tachées de graisse d'Aisha Carter, 16 ans. Le milliardaire qui, il y a quelques heures à peine, avait ordonné qu'on l'expulse comme une criminelle, la supplie maintenant de garder le silence sur un secret terrifiant découvert dans les entrailles de l'hôpital. Mais le prix de son silence est bien trop élevé, et la vérité, trop monstrueuse pour être étouffée. Si cette injustice vous révolte, si l'idée qu'une adolescente talentueuse soit jugée sur son apparence plutôt que sur ses actes vous met en colère, tapez « Justice » dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette histoire d'un courage face à la discrimination. Partagez vos pensées sur ce que vous feriez face à une telle injustice et abonnez-vous pour suivre le périple d'Aisha dans cette bataille contre un système corrompu. Maintenant, plongeons dans cette histoire captivante, où une jeune mécanicienne défie les préjugés d'une ville divisée, dans la chaleur écrasante de Dustridge, Arizona, une ville désertique où les rêves s'évanouissent comme des mirages et où les préjugés prospèrent comme les cactus tenaces qui parsèment le paysage. Aisha Carter, 6 ans, se tient dans l'ombre d'un atelier de fortune derrière la maison modeste de ses grands-parents. Ses doigts, agiles et précis, dansent sur les pièces métalliques d'un vieux carburateur, comme s'ils étaient une extension de son propre corps. Aisha possède un don rare, presque surnaturel, une compréhension intuitive des machines qui défie toute explication. Ce n'est pas seulement un talent, c'est une passion, un refuge dans un monde qui la rejette à chaque tournant. La petite cabane transformée en atelier, remplie d'outils récupérés dans des bennes à ordures et de pièces usagées glanées dans des boutiques d'occasion, est son sanctuaire. Ici, au milieu du chaos organisé de manuels tachés de graisse et de boîtes méticuleusement étiquetées, Aisha accomplit ce que les habitants de Dustridge appellent des « miracles de résurrection » sur des machines que les mécaniciens certifiés ont depuis longtemps déclarées mortes. La vieille Pontiac de Madame Dubois, que nul garage n'acceptait de réparer, ronronne désormais comme un chat satisfait grâce à l'intervention d'Aisha. Le réfrigérateur de la famille Lopez, sauvé d'une décharge, garde maintenant leurs provisions au frais après qu'Aisha l'a entièrement recablé un dimanche après-midi. Ces petits miracles lui rapportent un maigre revenu, jamais assez pour économiser de manière significative, mais suffisant pour aider ses grands-parents, Clara et Samuel Carter, à payer les factures mensuelles qui semblent se multiplier plus vite que leurs moyens. Clara et Samuel ont élevé Aisha depuis ses 7 ans, après qu'un accident tragique dans une usine a emporté ses parents en une seule journée dévastatrice. Clara, une femme âgée au regard empreint de fierté, observait souvent sa petite fille travailler, murmurant aux voisins. Cette fille réparait ses jouets avant même de savoir parler correctement. Ce qu'elle ne dit pas, c'est comment elle a trouvé Aisha, à 8 ans, pleurant la nuit en serrant la boîte à outils de son père, le seul héritage d'un homme qui, lui aussi, avait des mains d'or. L'éducation d'Aisha ne vient pas des écoles techniques ou des formations formelles. Les Carter n'ont jamais eu les moyens pour cela, mais d'heures innombrables passées à étudier des manuels d'occasion, à regarder des vidéos sur les ordinateurs de la bibliothèque publique et des leçons patientes de son père avant sa mort. Cette éducation improvisée laisse des lacunes dans ses connaissances, qui parfois la frustrent, mais son instinct pour les relations mécaniques compense de manière spectaculaire. L'école d'ingénieur, murmure Aisha à elle-même les nuits où le sommeil lui échappe, un rêve aussi lointain qu'une étoile, visible mais hors de portée. Les frais de scolarité pourraient aussi bien être mesurés en milliards, tant ils semblent inaccessibles. Son travail à temps partiel dans l'atelier de réparation automobile de M. Lefebvre rapporte un revenu stable, mais s'accompagne d'humiliations quotidiennes qui usent son esprit comme du papier de verre. Hier encore, un client, M. Beaumont, a refusé son aide, exigeant qu'un mécanicien qualifié examine sa Mercedes, malgré qu'Aisha soit la plus compétente de l'équipe. Le propriétaire, Pierre Lefebvre, un homme blanc à l'attitude paternaliste, est intervenu en douceur, suivant les instructions murmurées par Aisha, tout en s'attribuant tout le crédit pour le diagnostic. « C'est comme ça, petite », a-t-il dit ensuite, empochant les frais de service premium, tout en lui versant son salaire horaire standard. Les gens d'ici ont certaines attentes. Ces attentes sont inscrites dans la géographie de Dustridge. Les collines de l'Est abritent Sunrest Estates, une communauté fermée de manoirs luxueux, avec des pelouses impeccables entretenues par les mêmes personnes qui vivent dans le quartier sud poussiéreux d'Aisha, où les maisons modestes luttent contre l'entropie et le délabrement.
Les lignes de division raciale ne sont pas officiellement marquées, mais chaque résident les comprend. Les familles blanches vivent au nord et à l'est, les familles noires et latino, principalement au sud et à l'ouest. Aïcha traverse ces frontières invisibles chaque jour pour aller travailler, chaque passage lui rappelant son acceptation conditionnelle dans des espaces qui ne sont pas conçus pour elle. Ce soir-là, alors qu'Aïcha essuie la graisse d'un bouchon de distributeur, son esprit est concentré sur un moteur de Chevrolet récalcitrant qui résiste à ses efforts depuis l'après-midi. Son téléphone vibre soudain contre le plan de travail, affichant le nom de Malik Jones, son ami d'enfance, qui a récemment décroché un emploi de préposé à l'hôpital Crestview, l'établissement rutilant qui dessert Dostridge et les communautés environnantes. Aïcha hésite à répondre. Malik veut probablement se vanter d'un rendez-vous avec une infirmière, mais une intuition la pousse à décrocher. « Aïcha, il faut que tu viennes à Crestview tout de suite, » dit Malik, sa voix tremblante d'urgence. L'ambulance de transport néonatal est en panne. Un problème dans l'équipement spécialisé. Ils ont un cas critique. Une petite fille qui doit être transférée à Phoenix et personne ne trouve ce qui cloche. Je leur ai parlé de toi. L'estomac d'Aïcha se noue. Crestview n'est pas un endroit où les gens comme elle sont les bienvenus, sauf pour vider les poubelles ou nettoyer les sols. Ils ont des techniciens, Malik, proteste-t-elle. Ils ne voudront pas. Ils ont tout essayé, Aïcha. La bébé va mourir si elle n'arrive pas à l'hôpital pour enfants de Phoenix. S'il te plaît. Les mots pèsent lourd entre eux. Aïcha jette un coup d'œil à sa grand-mère, assoupie dans son fauteuil, et se souvient des leçons de Clara sur la responsabilité qui accompagne les dons. « Envoie-moi l'adresse exacte, » dit-elle enfin, attrapant une chemise propre. « J'arrive dans 15 minutes. » En se lavant les mains, Aïcha sent une boule d'angoisse monter dans sa gorge. Traverser les frontières invisibles de Dostridge en pleine urgence, c'est s'exposer à des ennuis. Mais la vie d'un bébé est en jeu, et cela surpasse ses appréhensions. L'hôpital Crestview surgit du désert comme un mirage, son architecture de verre et d'acier scintillant sous le soleil couchant. Aïcha gare la vieille Toyota Corolla de ses grands-parents entre deux SUV de luxe, consciente de l'incongruité de sa présence. En approchant de l'entrée des urgences, un petit coffre à outils à la main, elle sent les regards des deux agents de sécurité se durcir. Le plus grand s'avance, la main instinctivement posée sur sa ceinture. « Je peux vous aider ?» demande-t-il, son ton chargé d'un sous-entendu clair. « Vous n'avez rien à faire ici. » Aïcha ravale sa nervosité. « Je suis ici pour l'ambulance. Mon ami Malik Jones m'a appelé. » Les gardes échangent un regard sceptique. « Nous n'avons aucune demande de maintenance pour des contractuels extérieurs, » dit le plus petit, secouant la tête. « Vous devez partir. » « Mais j'ai été appelé spécifiquement pour aider avec le véhicule de transport néonatal, » insiste Aïcha, luttant pour garder un ton calme malgré la colère qui monte en elle. « C'est une urgence. » Le garde plus grand s'approche, envahissant son espace personnel. « Écoutez, jeune fille, ceci est un hôpital, pas un garage. Nous avons des professionnels qualifiés pour gérer notre équipement. » Soudain, Malik apparaît à travers les portes coulissantes, vêtu de sa tenue bleue de préposé, son badge d'hôpital bien en évidence. « Ces officiers pensent que je suis une intruse, » explique Aïcha, soulagée de voir son ami. Malik se tourne vers les gardes. Le Dr Nguyen a autorisé son intervention pour examiner l'ambulance. Les techniciens habituels n'arrivent pas à trouver la panne, et nous avons une situation critique. Le garde fronce les sourcils. Le protocole exige que tout personnel de maintenance ait des accréditations appropriées. Elle n'en a aucune. Et un bébé risque de mourir pendant que vous appliquez le protocole, rétorque Malik, baissant la voix. Je l'escorterai personnellement et assumerai la responsabilité. Cette fille peut réparer n'importe quoi avec un moteur ou un circuit. Les gardes hésitent, puis le plus petit hoche la tête à contre-cœur. Vous ne la quittez pas d'une semelle, et elle ne touche à rien sans l'autorisation du personnel médical. Un faux pas, et vous êtes tous les deux dehors. Malik guide Aïcha à travers les portes coulissantes dans l'éclat antiseptique de l'hôpital. En traversant les couloirs, il la met rapidement au courant. Bébé Lily Caldwell, née il y a 3 jours avec une malformation cardiaque rare. Elle a besoin d'une chirurgie d'urgence que seul l'hôpital pour enfants de Phoenix peut réaliser. Notre ambulance néonatale spécialisée est équipée pour le trajet de 2 heures, mais un dysfonctionnement dans les systèmes de survie empêche le départ. Les techniciens travaillent dessus depuis plus d'1 heure sans succès. Aïcha reconnaît le nom Caldwell. Ethan Caldwell, le milliardaire technologique,
est arrivé en jet privé lorsque sa femme a accouché prématurément lors de leurs vacances dans un complexe de luxe à proximité. Il menace de raser l'hôpital s'il arrive quoi que ce soit à sa fille, ajoute Malik, sombre. Ils atteignent la baie des ambulances, où une agitation fébrile entoure un véhicule spécialisé. Les portes arrière sont ouvertes, révélant un environnement médical compact, rempli d'équipements de pointe. Une équipe de techniciens en blouse blanche s'agite autour d'un réseau complexe de moniteurs et de machines, leurs visages trahissant frustration et panique croissante. À l'écart, une femme asiatique élancée en blouse de médecin, le Dr Nguyen, donne des instructions rapides tout en consultant une tablette. À ses côtés, un homme grand en costume coûteux arpente nerveusement, passant ses mains dans ses cheveux poivre et sel. Même sans présentation, Aïcha reconnaît Ethan Caldwell, dont l'aura de pouvoir et de colère contenue est palpable. « C'est le docteur Nguyen », murmure Malik, désignant la femme. Et évidemment, c'est Caldwell. Malik s'approche du docteur Nguyen, parlant à voix basse tout en désignant Aïcha. La médecin jette un coup d'œil, son expression passant de la méfiance à la résignation. Elle fait signe à Aïcha d'approcher. « Dr Nguyen, voici Aïcha Carter, le génie mécanique dont je vous ai parlé. » La médecin évalue Aïcha avec des yeux fatigués. « Malik dit que vous avez des compétences exceptionnelles avec les systèmes mécaniques complexes. Nous avons un dysfonctionnement critique dans le système de survie de l'ambulance. Nos techniciens ne trouvent pas le problème. » Avant qu'Aïcha puisse répondre, un homme rougeau en uniforme de technicien, Carl Thompson, s'avance avec colère. « Nous n'avons pas besoin d'une gamine pour jouer avec des équipements qu'elle ne comprend pas. Ce système est hautement spécialisé et nécessite une certification. »« Et pourtant, vous n'avez pas réussi à le réparer, Carl, » rétorque le docteur Nguyen avec calme. « À ce stade, je suis prête à tout essayer. » Soudain, une voix stridente interrompt la conversation. Karen Dubois, une infirmière auxiliaire aux lèvres pincées, se tient à proximité, tenant un plateau de matériel médical. « Excusez-moi, Dr Nguyen, mais cette fille n'a rien à faire ici !» s'exclame-t-elle, lançant un regard venimeux à Aïcha. « Je l'ai vue fouiller dans les fournitures médicales près de la salle de stockage. Elle a probablement volé quelque chose. » Aïcha sent la colère monter en elle, mais avant qu'elle puisse se défendre, Karen, avec un geste théâtral, fait tomber son plateau d'instruments sur le sol. Le bruit métallique résonne dans la baie, attirant tous les regards. « Regardez !» hurle Karen, pointant un doigt accusateur vers Aïcha. « Elle a essayé de voler ses outils. Je l'ai vu les mettre dans son sac. » Les gardes de sécurité s'avancent immédiatement, l'un d'eux saisissant le bras d'Aïcha avec force. « C'est quoi ce cirque ?» murmure-t-elle, luttant pour garder son calme alors que la foule commence à murmurer. Malik intervient rapidement. « C'est absurde. Aïcha n'a rien volé. Elle vient d'arriver avec moi. » Mais l'accusation de Karen, renforcée par son ton dramatique, alimente les soupçons. Les gardes resserrent leur prise, et l'un d'eux commence à sortir des menottes, prêt à l'immobiliser devant tout le monde. L'humiliation brûle dans la poitrine d'Aïcha, une douleur familière mais amplifiée par l'injustice flagrante. Pourquoi est-elle immédiatement présumée coupable, sans la moindre preuve, simplement à cause de son apparence et de son âge? Le docteur Nguyen lève une main, stoppant les gardes. « Assez! Nous n'avons pas de temps pour ça. Une vie est en jeu. » Elle se tourne vers Aïcha, son regard perçant mais non hostile. « Pouvez-vous nous aider, oui ou non? » Ethan Caldwell, qui a observé la scène, s'approche soudain, son regard scrutant les jeans usés et le t-shirt délavé d'Aïcha. « Qui est-ce » demande-t-il, sa voix teintée de suspicion. Un administrateur de l'hôpital, M. Fournier, s'avance précipitamment. « Monsieur Caldwell, ne vous inquiétez pas, cette jeune fille s'en va immédiatement. »« J'ai demandé qui elle était, » répète Caldwell, sa voix plus dure. « Une visiteuse non autorisée, » répond Fournier avec un sourire mielleux. « La sécurité va l'escorter dehors. » Le docteur Nguyen intervient. C'est une experte en mécanique, et vu que le transport de votre fille est impossible à cause d'une panne, je suggère qu'on la laisse jeter un œil. Caldwell dévisage Aïcha, ses yeux plissés. « Vous êtes mécanicienne? Vous avez l'air d'être au lycée. » Aïcha redresse les épaules, soutenant son regard malgré les battements affolés de son cœur. « Je suis au lycée, monsieur, mais je répare des choses complexes.
Si vous me laissez examiner le système, je peux peut-être aider. C'est ridicule, s'exclame Fournier, outré. Nous ne pouvons pas permettre à une mineure non qualifiée de toucher du matériel médical. La responsabilité légale. Ma fille est en train de mourir, coupe Caldwell, sa voix glaciale. Vos professionnels qualifiés ont échoué. Qu'avons-nous à perdre? Il se tourne vers Aïcha. Vous avez 10 minutes. Aïcha hoche la tête, consciente des regards pesant sur elle alors qu'elle s'approche de l'ambulance. Ses paumes sont moites, mais une fois concentrée sur l'équipement, une calme familier l'envahit. C'est juste un autre puzzle, bien que l'enjeu soit le plus élevé qu'elle ait jamais affronté. Carl Thompson, le technicien en chef, la surveille avec un mépris non dissimulé. C'est un système de délivrance et de surveillance d'oxygène exclusif, dit-il avec condescendance. L'interface est conçue sur mesure et nécessite des connaissances spécialisées. Aïcha acquiesce distraitement, son attention déjà captée par des irrégularités subtiles dans le fonctionnement de l'équipement. Elle remarque une anomalie dans les relevés de pression que les techniciens semblent avoir ignorés. « Le problème n'est pas dans l'interface », murmure-t-elle, suivant les connexions des yeux. « C'est dans le mécanisme de distribution lui-même. Voyez comment la pression fluctue ?» Carl ricane. « C'est dans les paramètres normaux. » « Non, ça ne l'est pas », insiste Aïcha, pointant un motif presque imperceptible dans les fluctuations. « C'est une microfuite quelque part dans le système. Le secours aurait dû s'enclencher, mais quelque chose l'en empêche. » Le docteur Nguyen se penche, étudiant les moniteurs. « Elle a raison, dit-elle après un moment. Le motif est anormal. » Ethan Caldwell s'avance. « Pouvez-vous le réparer ?» demande-t-il à Aïcha. Elle hésite. Si elle échoue, les conséquences seront désastreuses, non seulement pour Lily, mais pour elle-même. Elle imagine déjà les gros titres. Adolescente non qualifiée cause la mort de la fille d'un milliardaire. Mais l'alternative, partir en sachant qu'elle aurait pu sauver une vie, est inacceptable. « J'ai besoin d'outils, » dit-elle enfin, « et d'un accès complet au système. » Caldwell se tourne vers Fournier. « Donnez-lui ce dont elle a besoin. » L'administrateur blêmit. « Monsieur, je dois m'opposer. Les implications légales. » « Je signerai n'importe quelle décharge, » coupe Caldwell. « Faites-le. » Les gardes surveillent chacun de ses mouvements alors qu'Aïcha rassemble ses outils. Elle entend Carl murmurer à un autre technicien. « Ce sera un désastre, et devinez qui ils blâmeront quand elle cassera quelque chose d'irréparable. » Aïcha fait semblant de ne pas entendre, se concentrant sur le puzzle devant elle. Le système de l'ambulance émet un bourdonnement, une symphonie électronique de survie légèrement désaccordée. Chaque seconde pèse lourd alors qu'elle examine minutieusement les connexions. Soudain, Karen, l'infirmière, réapparaît, s'approchant de Caldwell avec une expression faussement préoccupée. « Monsieur Caldwell, je dois vous avertir, » dit-elle à voix basse, mais assez fort pour qu'Aïcha entende. « J'ai vérifié les registres de l'inventaire. Des pièces médicales coûteuses ont disparu de la salle de stockage juste après l'arrivée de cette fille. Je ne veux pas accuser sans preuve, mais... » Elle laisse la phrase en suspens, jetant un regard accusateur à Aïcha. La fureur monte dans la poitrine d'Aïcha. C'est une calomnie éhontée, une tentative délibérée de la discréditer. Elle serre les poings, luttant pour ne pas exploser. « Je n'ai rien volé !» s'écrie-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Je suis ici pour aider, et vous essayez de me faire passer pour une voleuse. » Les gardes s'avancent à nouveau, mais Malik se place entre eux et Aïcha. « Arrêtez! Elle n'a rien fait de mal. Vous n'avez aucune preuve. » Karen croise les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, vraiment? Alors pourquoi ai-je trouvé ceci dans le couloir juste après son passage? » Elle brandit un petit outil médical, prétendant l'avoir trouvé par terre. « Vous l'avez fait tomber exprès, » accuse Aïcha, la voix brisant sous le poids de l'injustice. « Vous essayez de me piéger. » La foule autour murmure, certains regards pleins de doute, d'autres de mépris. L'humiliation est cuisante, une blessure ouverte qui ravive chaque insulte, chaque regard de dédain qu'Aïcha a enduré dans sa vie. Pourquoi est-elle toujours la coupable idéale? Parce qu'elle est jeune? Parce qu'elle est noire? Parce qu'elle vient du mauvais côté de la ville? Le docteur Nguyen intervient à nouveau. « Ça suffit, nous perdons du temps. Aïcha, concentrez-vous sur l'ambulance. » Mais l'accusation de Karen a semé le doute, et Aïcha sent les yeux de Caldwell la scruter, comme s'il réévaluait sa décision de la laisser intervenir. Ignorant la douleur dans sa poitrine, Aïcha se remet au travail, ses mains tremblant légèrement sous la pression.
Elle repère une incompatibilité dans les connecteurs entre l'alimentation principale en oxygène et le système de distribution. Les pièces semblent correctes à première vue, mais en vérifiant les numéros de série, elle découvre une anomalie. Ces connecteurs ne sont pas compatibles avec ce modèle, dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour les autres. Ils sont similaires, mais le motif de filetage est légèrement différent, ce qui crée des micro-fissures sous pression. Carl rougit de colère. C'est absurde. J'ai personnellement supervisé la dernière vérification de maintenance. Tout était conforme aux spécifications du fabricant. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Rétorque le docteur Nguyen, son ton tranchant. Caldwell s'approche, son costume froissé par des heures d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous trouvé le problème? Aïcha soutient son regard. Les connecteurs sont incorrects. Ils causent des micro-fuites dans le système de distribution d'oxygène. Les capteurs lisent de mauvaises valeurs de pression à cause de ça. Comment des pièces incorrectes auraient-elles été installées dans un système vital? Demande le docteur Nguyen, jetant un regard perçant à Carl. Aïcha hésite, consciente qu'elle s'aventure en terrain dangereux. Je ne peux pas dire avec certitude, ça pourrait être une simple erreur. Les pièces se ressemblent beaucoup, sauf si on sait exactement quoi chercher. Caldwell passe une main dans ses cheveux, sa frustration palpable. Pouvez-vous le réparer? Avant qu'Aïcha puisse répondre, Carl intervient. Même s'il y avait un problème, ce que je doute, nous n'avons pas de connecteur de rechange. Ce sont des composants spécialisés qui doivent être commandés auprès du fabricant. En fait, dit Aïcha, je pourrais modifier les connecteurs existants pour créer un joint étanche. Ce ne sera pas conforme aux normes du fabricant, mais ça fonctionnera jusqu'à ce que des remplacements arrivent. Absolument pas, s'exclame Fournier. Modifier du matériel médical viole tous nos protocoles. La responsabilité serait astronomique. Ma fille est en train de mourir, dit Caldwell, sa voix dangereusement basse. Vous vous inquiétez des protocoles pendant qu'une vie est en jeu? Il se tourne vers le docteur Nguyen. Est-ce que sa solution est viable? La médecin réfléchit un instant, regardant entre Carl, hostile, et Aïcha, concentrée. Théoriquement, oui. Si elle peut créer un joint étanche, le système devrait fonctionner correctement. Et c'est ça. Et c'est suffisant pour moi, décide Caldwell. Laissez-la essayer. Les gardes protestent, mais Caldwell les fait taire d'un geste. La tension dans la baie est étouffante alors qu'Aïcha commence son travail délicat. Ses mains restent stables, mais son esprit s'emballe face aux implications. Si elle échoue, les conséquences seront catastrophiques, non seulement pour Lily, mais pour elle-même. Elle se souvient des leçons patientes de son père dans leur petit garage. La précision l'emporte sur la vitesse, ma chérie. Prends ton temps et fais le bien du premier coup. Malgré la pression, Aïcha travaille méthodiquement, remodelant les connecteurs pour créer un joint parfait. Après 20 minutes, elle recule. Ça devrait marcher. Il faut tester le système avant le transport, mais le joint devrait tenir. Le docteur Nguyen lance immédiatement des diagnostics, ses doigts volant sur le panneau de contrôle. Les moniteurs clignotent, les chiffres se stabilisent et un voyant vert s'allume. Le flux d'oxygène est stable, annonce-t-elle, surprise. Les relevés de pression sont dans les normes. Caldwell exhale bruyamment. Ça fonctionne? Il semble que oui, confirme le docteur Nguyen. Nous devons effectuer un cycle complet de diagnostic, mais les premières lectures sont prometteuses. Le soulagement envahit la baie, bien que l'expression de Carl s'assombrisse. C'est très irrégulier, marmonne-t-il. Une réparation temporaire, au mieux. Je devrais signaler cette modification non autorisée. Alors que l'équipe médicale prépare le transfert de Lily, Aïcha se met en retrait, soudain incertaine de sa place dans ce drame. Son travail est terminé, la crise évitée. Pourtant, les regards méfiants des gardes et l'hostilité ouverte de Carl et Karen lui rappellent qu'elle reste indésirable. Le docteur Nguyen s'approche, offrant un rare sourire. « Merci, c'était une résolution impressionnante. »« J'ai juste fait ce qui devait être fait, » répond Aïcha, mal à l'aise avec les éloges. « La bébé va-t-elle s'en sortir? » Ses chances sont bien meilleures maintenant. L'équipe de Phoenix est prête pour la chirurgie. Caldwell s'approche, son expression indéchiffrable. « Vous vous appelez Aïcha, c'est ça? » Aïcha hoche la tête. « Oui, monsieur. Aïcha Carter. »
Vous venez de sauver la vie de ma fille, Aisha Carter. Je n'oublie pas ce genre de choses. Avant qu'elle puisse répondre, un tumulte éclate près de l'ambulance. Carl gesticule avec colère vers les moniteurs. La pression chute à nouveau, je vous l'avais dit, sa réparation de bricoleuse ne tiendrait pas. Le docteur Nguyen se précipite pour vérifier, Caldwell sur ses talons. Aisha suit, confuse et alarmée. Elle était certaine que sa modification fonctionnerait. Les moniteurs montrent effectivement une chute de pression, mais quelque chose cloche. Le motif de la diminution n'est pas cohérent avec un joint défaillant. Il semble presque délibéré. « Laissez-moi vérifier à nouveau », demande Aisha, s'avançant vers l'équipement. Carl bloque son chemin. « Vous avez fait assez de dégâts. Voilà ce qui arrive quand des amateurs touchent à des équipements sophistiqués. » Le docteur Nguyen fronce les sourcils. « Laissez-la regarder, Carl. Sa solution fonctionnait parfaitement il y a un instant. » « Hors de question, » insiste Carl. « Pour ce qu'on en sait, elle a saboté le système exprès pour se faire passer pour une héroïne. » L'accusation est comme un coup de poignard. Aisha sent la colère et l'impuissance l'envahir. Elle a déjà entendu ce genre d'accusation, mais jamais avec un tel enjeu. La foule murmure, les regards se durcissent, et Karen, avec un sourire satisfait, ajoute « Je l'ai dit, cette fille est une voleuse et une menteuse. Elle ne devrait même pas être ici. » L'injustice est insupportable. Une blessure qui brûle dans chaque fibre de son être. Pourquoi est-elle toujours la cible, toujours la coupable désignée? Alors que la tension monte, Aisha sait que quelque chose de plus sombre se trame, et elle est déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le cœur d'Aisha Carter bat à tout rompre alors qu'elle se tapit derrière un chariot de linge dans les entrailles sombres de l'hôpital Crestview, écoutant une conversation glaçante qui révèle un complot visant à s'assurer que la petite Lily Caldwell ne parvienne jamais à Phoenix. La voix du cerveau de l'opération, froide et calculatrice, lui est étrangement familière, et Aisha comprend soudain qu'elle ne lutte pas seulement pour sauver la vie d'un enfant, mais aussi pour préserver sa propre liberté. Si cette trahison vous met en rage, si l'idée qu'une adolescente courageuse soit piégée par des adultes corrompus pour protéger leurs sombres secrets vous révolte, tapez « Justice » dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette quête de vérité. Partagez vos pensées sur ce que vous feriez face à une telle injustice et abonnez-vous pour suivre Aisha dans cette bataille contre un système pourri jusqu'à l'os. Plongeons maintenant dans la suite de ce drame intense, où chaque seconde rapproche Aisha d'un danger mortel. Dans le couloir faiblement éclairé du sous-sol de l'hôpital, Aisha retient son souffle, le dos pressé contre le métal froid du chariot de linge. Les voix qu'elle entend, étouffées mais distinctes, confirment ses pires soupçons. Carl Thompson, le technicien en chef qui l'a accusé de sabotage, parle avec une urgence nerveuse. « Tout est sous contrôle », dit-il, mais sa voix tremble. J'ai ouvert la valve de secours juste assez pour créer une fuite lente. Personne ne suspectera rien. Une seconde voix, plus froide, plus autoritaire, répond. Tu étais censé t'assurer que l'ambulance échoue pendant le transport. Pas avant. Ton incompétence a attiré l'attention. Cette gamine n'aurait jamais dû s'en mêler. Aisha sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle reconnaît cette voix. C'est Gregory Holt, l'avocat de l'hôpital, un homme en costume coûteux qu'elle a aperçu plus tôt, discutant avec Carl dans l'ombre. Ce n'est pas un simple accident ou une négligence, c'est un acte délibéré, un complot visant à tuer la fille d'Ethan Caldwell pour des raisons qu'Aisha ne comprend pas encore. Mais une chose est claire, elle est une menace pour leur plan, et ils ne reculeront devant rien pour l'éliminer. Son esprit s'emballe alors qu'elle repense aux événements de la soirée. Après avoir réparé l'ambulance, Aisha avait cru que le pire était derrière elle, mais l'accusation venimeuse de Carl, soutenue par l'infirmière Karen Dubois, avait semé le doute dans l'esprit de tous, y compris celui d'Ethan Caldwell. L'humiliation d'être traité comme une criminelle, les regards méprisants des gardes de sécurité, la menace des menottes, tout cela brûle encore dans sa poitrine comme une blessure ouverte. Et maintenant, cette révélation. Carl et Gregory ne se contentent pas de couvrir une erreur. Ils orchestrent un sabotage criminel. Aisha sait qu'elle doit trouver des preuves concrètes, quelque chose d'irréfutable pour exposer leur complot avant qu'ils ne la réduisent au silence. Elle pense aux caméras de sécurité de l'hôpital. Si elles fonctionnent, elles auront capturé les actions de Carl dans la baie de l'ambulance. Mais l'administrateur, M. Fournier, a prétendu que le système de surveillance était en panne. Une excuse bien trop pratique pour être crédible.
Aïcha glisse son téléphone hors de sa poche, espérant envoyer un message à Malik pour lui demander de l'aide. Mais l'écran affiche « pas de signal ». Le sous-sol, avec ses murs épais et ses équipements industriels, bloque toute réception. Elle est seule et le temps presse. Les voix s'éloignent et Aïcha risque un coup d'œil. Carl et Gregory se dirigent vers une porte marquée « Infrastructure IT, accès réservé ». C'est là que les enregistrements de sécurité sont stockés, elle en est certaine. Si Carl détruit ses fichiers, toute chance de prouver son innocence et de sauver Lily disparaîtra. Aïcha prend une profonde inspiration, rassemblant son courage. Elle n'a pas le choix. Elle doit suivre les conspirateurs et obtenir ses preuves, même si cela signifie risquer sa liberté, voire sa vie. En avançant furtivement dans le couloir, Aïcha reste dans l'ombre, ses baskets usées silencieuses sur le sol en béton. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il ne la trahisse. Elle se souvient des leçons de son père, murmurées dans leur petit garage. « Quand tu es sous pression, Aïcha, concentre-toi sur le problème, pas sur la peur. Chaque machine a un point faible. Trouve-le et tu peux tout réparer. » Mais ceci n'est pas une machine, c'est un complot criminel, et le point faible est la vérité qu'elle doit exposer. Elle atteint la porte de la salle des serveurs, où Carl utilise une carte-clé pour entrer. Gregory, après un dernier regard suspicieux dans le couloir, s'éloigne dans une autre direction. Aïcha attend que la porte se referme, puis examine le lecteur de cartes et le clavier numérique. C'est un verrou sophistiqué, bien au-delà de ce qu'elle peut crocheter avec un trombone, comme elle l'a fait à l'école pour un projet communautaire. Mais elle remarque les panneaux de plafond au-dessus, typiques des bâtiments commerciaux, souvent utilisés pour cacher les conduits et les câbles. Lors d'une journée de stage dans une entreprise informatique l'année précédente, elle avait appris que les salles de serveurs avaient des planchers surélevés et des plafonds suspendus pour la gestion des câbles et la circulation de l'air. C'est sa chance. Aïcha traîne un chariot utilitaire sous un conduit d'aération, grimpe dessus et pousse un panneau de plafond, se hissant dans l'espace étroit au-dessus. La poussière lui pique les narines, mais elle étouffe un éternuement, rampant prudemment sur le cadre métallique qui soutient les panneaux. À travers de petites fissures, elle aperçoit des fragments des pièces en contrebas, guidant sa progression lente. Après plusieurs minutes tendues, elle entend le cliquetis d'un clavier et les jurons étouffés de Carl. Elle est au-dessus de la salle des serveurs. En regardant à travers une petite ouverture, elle voit Carl assis à une station de travail, naviguant frénétiquement dans des répertoires de fichiers sur plusieurs écrans. À côté de lui, son téléphone clignote avec des messages entrants, chacun semblant accroître son agitation. Aïcha sait que ce téléphone contient probablement des preuves cruciales, peut-être des communications avec Gregory ou leur commanditaire, mais comment l'atteindre sans être repéré? Soudain, Carl se lève et se dirige vers une autre partie de la pièce, hors de son champ de vision limité. C'est l'occasion. Aïcha soulève délicatement le panneau de plafond au-dessus de la station de travail et se laisse descendre, atterrissant silencieusement sur le plancher surélevé. Le téléphone de Carl repose sur le bureau, encore déverrouillé. Elle le saisit, jetant un coup d'œil à l'écran. Une conversation par SMS avec quelqu'un identifié seulement comme VL lui glace le sang. Le dernier message dit « Nettoie tout ce soir, pas de témoins ». Les moniteurs montrent que Carl est en train de supprimer les enregistrements de sécurité, mais il n'a pas encore atteint les fichiers de la baie de l'ambulance pendant la période critique. Aïcha fouille rapidement un tiroir, trouve une clé USB et commence à copier les fichiers pertinents, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle entend les pas de Carl revenir. Le danger est palpable, chaque seconde augmentant le risque d'être découverte. Aïcha sait que si Carl la trouve ici, avec son téléphone et les fichiers en main, il n'hésitera pas à la faire taire, peut-être pour de bon. Elle se souvient de l'accusation de Karen, de la manière dont l'infirmière a orchestré cette mise en scène pour la faire passer pour une voleuse, et de l'indifférence cruelle des gardes qui ont failli l'arrêter sans poser de questions. La colère monte en elle, une rage brûlante contre un système qui la présume coupable avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Pourquoi est-elle toujours la cible? Pourquoi sa parole vaut-elle moins que celle d'un technicien blanc comme Carl ou d'une infirmière comme Karen? Cette injustice, cette trahison attise sa détermination. Elle ne laissera pas ses conspirateurs s'en tirer. Alors que les fichiers finissent de se copier, Carl revient, ses pas lourds, résonnant sur le plancher. Aïcha n'a que quelques secondes pour réagir. Elle se glisse sous le bureau, serrant le téléphone et la clé USB, cherchant désespérément une issue. Remonter par le plafond est impossible maintenant. Elle n'aurait jamais le temps.
Sous le plancher surélevé, pas d'accès immédiat. Puis elle repère un bouton d'urgence rouge caché sous le bureau, un système d'extinction d'incendie qu'elle reconnaît grâce à son stage en informatique. Sans hésiter, elle appuie dessus. Immédiatement, des alarmes retentissent, des lumières d'urgence clignotent et une annonce automatisée ordonne l'évacuation. Carl sursaute, jurant bruyamment, et Aïcha profite du chaos pour se relever, le bousculant au passage et sprintant vers la porte. « Arrêtez-la !» hurle Carl, retrouvant ses esprits. « Elle a mon téléphone !» Aïcha court à travers les couloirs du sous-sol, le chaos de l'alarme offrant une couverture parfaite, alors que le personnel émerge, confus. Mais elle sait que la sécurité sera en alerte maximale. Elle doit remettre les preuves à quelqu'un de confiance. Ethan Caldwell ou le Dr Nguyen, mais où sont-ils? Le toit, probablement, où l'hélicoptère d'urgence attend pour transporter Lily. Changeant de direction, Aïcha se dirige vers l'ascenseur de service menant au toit. En tournant un coin, elle percute violemment Gregory Holt, l'avocat qu'elle a entendu comploter avec Carl. Tous deux trébuchent, mais Gregory se redresse en premier, son regard passant de la surprise à une reconnaissance froide. « Toi, la gamine mécanicienne, » dit-il, glissant une main dans sa veste. « Tu as causé assez de problèmes ce soir. » La menace implicite fait monter une vague d'adrénaline en Aïcha. Elle feinte à gauche, puis esquive à droite, évitant de justesse la prise de Gregory. Des années à naviguer dans le paysage social hostile de Dostridge, où être une adolescente noire signifie être constamment sur ses gardes, ont affûté ses réflexes. Elle sprinte dans le couloir, entendant les pas lourds de Gregory derrière elle. L'ascenseur de service apparaît devant elle, ses portes commençant à se fermer alors qu'un employé d'entretien s'apprête à monter. Aïcha plonge en avant, glissant à travers l'ouverture juste à temps. « Niveau-toi, s'il vous plaît », halète-t-elle à l'employé surpris. « Urgence avec l'hélicoptère. » L'homme hésite, puis appuie sur le bouton. Alors que les portes se ferment, Aïcha aperçoit le visage furieux de Gregory. Dans l'ascenseur, elle vérifie rapidement le téléphone de Carl. La conversation avec VL révèle des fragments d'un complot glaçant. L'acquisition de Caldwell doit être stoppée. Utilise la condition de la fille comme levier. Fais passer ça pour une panne d'équipement. Le concurrent paiera le triple si ça réussit. Les pièces du puzzle s'assemblent. Ce n'est pas un sabotage aléatoire. C'est de l'espionnage d'entreprise poussé jusqu'à la tentative de meurtre. Quelqu'un veut empêcher Ethan Caldwell de finaliser une acquisition en exploitant la vulnérabilité de sa fille. L'employé d'entretien la regarde avec suspicion. « Vous n'avez pas l'air du personnel médical. »« Je ne le suis pas, » admet Aïcha, cherchant une explication crédible. « J'essaie de transmettre des informations urgentes à M. Caldwell au sujet de l'état de sa fille. » L'homme hausse les épaules, peu convaincu, mais peu enclin à s'impliquer davantage. L'ascenseur atteint le toit, et Aïcha se prépare, sachant que la sécurité l'attendra probablement. Les portes s'ouvrent sur un héliport illuminé par des projecteurs puissants. Le personnel médical s'agite autour d'un hélicoptère de transport médical, ses rotors commençant à tourner. Au centre de l'activité, Ethan Caldwell observe attentivement alors que les médecins préparent sa fille. Pensons à la fille. Aïcha sort de l'ascenseur, repérant immédiatement deux gardes près de la porte d'accès au toit. Ils ne l'ont pas encore vue, concentrée sur la scène médicale. Elle calcule rapidement un chemin pour atteindre Caldwell sans se faire repérer. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un cri retentit. « La voilà, la saboteuse !» Carl émerge d'un autre accès, pointant Aïcha avec fureur. Les gardes réagissent instantanément, se précipitant pour l'intercepter. Aïcha abandonne toute discrétion, courant directement vers Caldwell. « Monsieur Caldwell !» crie-t-elle par-dessus le bruit croissant de l'hélicoptère. « J'ai des preuves qu'ils essaient de tuer votre fille. » Les gardes l'atteignent en premier, la plaquant brutalement au sol. La clé USB et le téléphone glissent sur le toit alors qu'elle tombe. « Attendez !» hurle-t-elle, ses bras tordus derrière son dos. Vérifiez le téléphone, vérifiez les images de sécurité. Caldwell hésite, son regard passant d'Aïcha à l'équipe médicale. Le docteur Nguyen, alerté par le tumulte, ramasse le téléphone là où il a atterri près d'elle. « C'est le téléphone de Carl », dit-elle, surprise, en jetant un œil à l'écran. « Et ses messages ?» Ses yeux s'écarquillent en lisant. Caldwell s'approche pour regarder par-dessus son épaule, son expression s'assombrissant à mesure qu'il absorbe le contenu. « Qui est VL ?» demande-t-il, fixant Aïcha. « Je ne sais pas, » halète-t-elle, toujours immobilisée par les gardes.
Mais la clé USB contient des images de sécurité montrant Carl en train de saboter l'ambulance. Il essayait de les effacer quand je l'ai arrêté. Carl s'avance, le visage tordu de rage et de peur. Elle ment. Elle a volé mon téléphone et fabriqué de faux messages. Les horodatage de ces textos remontent à des semaines, contre le Dr Nguyen, continuant à faire défiler la conversation. Et il mentionne des détails précis sur l'acquisition de Meditech Industries par Caldwell. À la mention de Meditech, l'expression de Carl s'effondre. Caldwell plisse les yeux, sa voix mortellement calme. Victor Long. VL, c'est Victor Long, PDG de Nexus Medical Systems, le principal concurrent de Meditech. L'implication est claire. Carl a été payé pour saboter le transport de Lily par un rival d'entreprise cherchant à bloquer l'acquisition de Caldwell. La fureur d'Aïcha atteint son paroxysme. Ces hommes, avec leur pouvoir et leurs privilèges, ont conspiré pour sacrifier une enfant innocente pour de l'argent, et ils ont essayé de faire d'elle, une adolescente sans ressources, le bouc émissaire parfait. « Relâchez-la !» ordonne Caldwell aux gardes, pointant Aïcha. « Et détenez cet homme à la place. » Il désigne Carl, qui recule vers la porte d'accès, cherchant désespérément une issue. Mais le chaos n'est pas terminé. Karen, l'infirmière, émerge de la foule, son visage feignant l'indignation. « Monsieur Caldwell, je dois vous dire quelque chose, » commence-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. « J'ai entendu Carl parler d'un plan pour retarder le transport, mais je n'ai rien dit parce qu'il m'a promis une augmentation si je gardais le silence. » La confession est comme une gifle. Aïcha, déjà à bout, explose. « Vous saviez, hurle-t-elle, sa voix brisant sous le poids de la trahison, vous saviez qu'il mettait la vie d'un bébé en danger, et vous n'avez rien dit pour de l'argent? » Les larmes de rage lui montent aux yeux. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible, aussi corrompu? Caldwell, lui aussi, tremble de colère. « Vous avez laissé ma fille risquer la mort pour une augmentation ?» demande-t-il, sa voix basse mais pleine de menaces. Le docteur Nguyen intervient, son ton autoritaire. « Nous n'avons plus de temps pour ça. Le transport doit partir maintenant. » Elle se tourne vers Carl. « Vous venez avec nous en tant que support technique. » Carl blêmit. « Je ne suis pas autorisé pour le transport. Ma responsabilité s'arrête à la maintenance. »« Considérez-vous autorisé ?» rétorque le docteur Nguyen. « Je veux tout le monde ayant des connaissances sur ce système à bord. » Alors que l'équipe finalise les préparatifs, Aïcha est poussée à l'écart, la confiance qu'elle avait brièvement gagnée s'évaporant sous les insinuations continues de Carl et la volonté évidente de Fournier de l'expulser. Caldwell s'approche d'elle, sa voix basse. « Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais mon instinct me dit que vous n'êtes pas le problème. Assurez-vous qu'il vérifie tout 2 fois avant de partir et gardez un œil sur Carl. » Soudain, un cri retentit près de l'hélicoptère. Un garde de sécurité, sous l'influence de Grégory, s'avance vers Aïcha, un sourire cruel aux lèvres. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, gamine ?» dit-il, assez fort pour que tous l'entendent. « On sait d'où tu viens. Si tu ne te tiens pas tranquille, on s'assurera que tes grands-parents perdent cette maison pourrie dans laquelle vous vivez. » La menace est comme un coup de poignard. Aïcha sent la rage l'envahir, une fureur si intense qu'elle pourrait exploser. Menacer sa famille, les seules personnes qui l'ont toujours soutenue, est une ligne rouge. « Vous ne toucherez pas à mes grands-parents !» crie-t-elle, sa voix résonnant sur le toit. Les regards se tournent vers elle, certains choqués, d'autres méprisants. Grégory, sentant l'opportunité, ajoute « Cette fille est clairement instable. Elle est une menace pour tout le monde ici. » L'injustice est insupportable. Aïcha a risqué tout ce qu'elle avait, sa réputation, sa liberté, peut-être même sa vie, pour sauver une enfant, et pourtant, elle est toujours la méchante aux yeux de ces gens. Chaque accusation, chaque regard de dédain, chaque menace contre sa famille attise la flamme de sa colère. Elle serre les poings, déterminée à ne pas les laisser gagner. Elle a les preuves, le téléphone de Carl, la clé USB, et elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité n'éclatera pas au grand jour. Alors que l'hélicoptère se prépare à décoller, emportant Lily vers sa chance de survie, Aïcha sait que son combat est loin d'être terminé. Quelqu'un, quelque part dans cet hôpital, veut s'assurer qu'elle ne quittera jamais cet endroit libre. Et elle est prête à tout pour prouver qu'ils ont tort. Aïcha Carter sprinte à travers le toit de l'hôpital Crestview, serrant dans ses mains les preuves accablantes qui pourraient sauver la vie de la petite Lily Caldwell et prouver son innocence.
Les gardes de sécurité se rapprochent, leurs cris résonnant dans la nuit alors que le rugissement de l'hélicoptère d'urgence s'intensifie. Avec la vie d'un bébé et son propre avenir en jeu, une dernière révélation va dévoiler une trahison plus profonde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Si cette injustice vous met en rage, si l'idée qu'une adolescente courageuse soit pourchassée comme une criminelle pour avoir osé défier un système corrompu vous révolte, tapez «Justice» dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur «J'aime» pour soutenir cette quête de vérité. Partagez vos pensées sur ce que vous feriez face à une telle trahison et abonnez-vous pour découvrir comment Aïcha transforme une nuit de cauchemar en un espoir pour toute une communauté. Plongeons dans la conclusion de cette histoire palpitante, où chaque seconde compte. Le vent glacial du désert fouette le visage d'Aïcha alors qu'elle court, ses jambes brûlant sous l'effort. Les projecteurs de l'héliport jettent des ombres longues et menaçantes, transformant le toit en un champ de bataille. Derrière elle, les gardes de sécurité hurlent des ordres, leurs pas lourds martelant le sol. « Arrêtez-la !» crie Carl Thompson, sa voix stridente trahissant sa panique. Aïcha serre le téléphone de Carl et la clé USB dans sa main, ces petits objets étant son seul espoir de renverser le complot qui menace la vie de Lily et sa propre liberté. Chaque fibre de son être hurle de rage. Contre Carl, qui a saboté l'ambulance pour de l'argent. Contre Karen, qui a fermé les yeux sur un meurtre potentiel pour une augmentation. Contre Gregory Holt, qui a orchestré ce piège pour la faire taire. Et contre un système qui l'a jugée coupable dès le moment où elle a franchi les portes de l'hôpital. Pourquoi est-elle toujours la cible? Pourquoi sa parole vaut-elle moins que celle de ces adultes corrompus? Cette injustice, cette trahison alimente sa détermination. Elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité n'éclatera pas, même si cela signifie tout risquer. Aïcha repère Ethan Caldwell près de l'hélicoptère, son visage marqué par l'angoisse alors que l'équipe médicale prépare Lily pour le transport. Le docteur Nguyen, penché sur la minuscule patiente, ajuste frénétiquement les équipements. Aïcha sait qu'elle doit atteindre Caldwell avant que les gardes ne l'interceptent. « Monsieur Caldwell !» hurle-t-elle, sa voix se brisant sous l'effort. « Ils essaient de tuer votre fille. J'ai des preuves. » Les gardes sont sur elle en un instant, l'un d'eux la plaquant au sol avec une force brutale. La douleur explose dans son épaule, mais elle se débat, refusant de lâcher le téléphone et la clé USB. « Vérifiez le téléphone !» crie-t-elle, sa voix étouffée par le poids du garde. « Les images de sécurité !» Le docteur Nguyen, alerté par le tumulte, se précipite vers l'endroit où le téléphone a glissé sur le toit. Elle le ramasse, ses yeux s'écarquillant en lisant les messages. « C'est le téléphone de Carl, » dit-elle, sa voix teintée de choc. « Ces textos... » Il parle de saboter le transport de Lily. Caldwell s'approche, son expression passant de la confusion à une fureur froide. Il arrache le téléphone des mains du docteur Nguyen, faisant défiler les messages. « Qui est-ce VL ?» demande-t-il, son regard perçant fixé sur Aïcha, toujours immobilisée. « Je ne sais pas, » halète-t-elle, luttant contre la douleur. Mais la clé USB contient les images de sécurité. Carl sabotait l'ambulance. Il essayait de les effacer quand je l'ai arrêté. Carl s'avance, son visage tordu par la rage et la peur. Elle ment. Elle a volé mon téléphone et fabriqué ces messages. Mais le docteur Nguyen secoue la tête, continuant à lire. Ces textos remontent à des semaines. Ils mentionnent des détails précis sur votre acquisition de Meditech Industries. Caldwell plisse les yeux, une lueur de compréhension traversant son regard. « Victor Long », murmure-t-il. « VL, c'est Victor Long, PDG de Nexus Medical Systems, notre principal concurrent. L'accusation est comme une bombe. Carl, payé par un rival pour saboter le transport de Lily, tremble maintenant, son masque de professionnalisme s'effondrant. Aïcha sent une vague de rage l'envahir. Ces hommes, avec leur pouvoir et leur argent, ont conspiré pour sacrifier une enfant innocente pour des profits, et ils ont essayé de faire d'elle, une adolescente sans ressources, le bouc émissaire parfait. « Relâchez-la !» ordonne Caldwell aux gardes, sa voix tranchante comme un rasoir. « Et détenez cet homme. » Il pointe Carl, qui recule, cherchant une issue. Mais avant que les gardes ne puissent agir, Karen, l'infirmière auxiliaire, s'avance, son visage feignant une indignation théâtrale. « Monsieur Caldwell, je dois vous dire la vérité, » commence-t-elle, sa voix mielleuse. « J'ai entendu Carl parler d'un plan pour retarder le transport, mais je n'ai rien dit parce qu'il m'a promis une augmentation. Je ne pensais pas que ça irait si loin.
La confession est un coup de poignard. Aïcha, déjà à bout, explose. « Vous saviez » hurle-t-elle, sa voix résonnant sur le toit. « Vous saviez qu'il mettait la vie d'un bébé en danger, et vous avez gardé le silence pour de l'argent ?» Les larmes de rage coulent sur ses joues. L'indifférence cruelle de Karen, sa volonté de sacrifier une vie pour un gain personnel, est insupportable. Caldwell, lui aussi, tremble de fureur. « Vous avez laissé ma fille risquer la mort pour une augmentation ?» demande-t-il, sa voix basse mais pleine de menaces. Karen blêmit, réalisant trop tard l'ampleur de sa trahison. « Je ne savais pas que ça irait si loin, » balbutie-t-elle, mais personne ne l'écoute. Le docteur Nguyen intervient, son ton autoritaire. « Assez, nous devons partir maintenant. » Elle se tourne vers Carl. « Vous venez avec nous. Je veux tout le monde ayant touché ce système à bord. » Alors que l'équipe médicale charge l'incubateur de Lily dans l'hélicoptère, Aïcha est poussée à l'écart, la tension palpable autour d'elle. Gregory Holt, l'avocat de l'hôpital, émerge de l'ombre, son sourire calculateur intact. « Monsieur Caldwell, dit-il, sa voix suave, je suis Gregory Holt, conseil juridique de Crestview. Je suggère de détenir Carl immédiatement pour espionnage industriel et tentative de meurtre. L'audace de l'homme est stupéfiante. » Aïcha, incapable de se contenir, criait. « Il est dans le coup! Je les ai entendus planifier la destruction des preuves ensemble. » Grégory se fige, son masque glissant l'espace d'un instant. Puis, dans un mouvement désespéré, il se précipite vers l'escalier. Un garde l'intercepte, le plaquant au sol dans un choc retentissant. Au milieu du chaos, une alarme médicale stridente retentit depuis l'hélicoptère. Le docteur Nguyen se précipite vers Lily, son visage crispé par l'inquiétude. « Elle fait un arrêt !» annonce-t-elle, ses mains volant sur les équipements. L'équipe s'agite pour stabiliser la petite fille, dont les signes vitaux chutent rapidement. Aïcha, maintenant libérée des gardes, s'approche, son instinct mécanique en alerte. Elle remarque une irrégularité dans les alarmes des moniteurs, un motif qui ne correspond pas à l'état de Lily. « Docteur Nguyen, dit-elle d'un ton urgent, vérifiez l'équipement de surveillance. Le motif n'est pas normal. » La médecin, surprise, suit son conseil, ses doigts traçant les connexions. La calibration est faussée, confirme-t-elle après un moment. Ça déclenche de fausses alarmes. Elle ajuste les paramètres, et les alarmes stridentes s'adoucissent. Son état est grave mais stable pour le transport. Quelqu'un a trafiqué l'équipement pour aggraver son apparence. Son regard se pose sur Carl, dont le visage est blême, confirmant sa culpabilité sans un mot. Caldwell, regardant entre sa fille et Aïcha, murmure « Vous l'avez sauvée encore une fois. » Aïcha secoue la tête. « J'ai juste vu un motif qui n'avait pas de sens. Vous avez fait le vrai travail. » Le pilote de l'hélicoptère signale qu'il faut partir immédiatement. Le docteur Nguyen termine ses vérifications, et Caldwell hésite, déchiré entre accompagner sa fille et affronter les conspirateurs. « Allez-y, insiste Aïcha. Votre fille a besoin de vous. Les preuves assureront leur punition. » Caldwell hoche la tête, posant une main sur son épaule. « Merci, je n'oublierai pas. » Alors que l'hélicoptère décolle dans la nuit, emportant Lily vers Phoenix, Aïcha sent l'adrénaline s'estomper, remplacée par une amertume profonde. Elle a sauvé une vie, mais à quel prix? Le système était prêt à l'écraser, à la jeter en prison sans preuve, simplement parce qu'elle était une adolescente noire du mauvais côté de la ville. Cette injustice, cette rage, ne s'éteindra pas facilement. Les gardes emmènent Carl et Gregory, menottés, mais Aïcha repère sa grand-mère, Clara, émergeant sur le toit avec Malik à ses côtés. Clara, le visage marqué par l'inquiétude, s'illumine en voyant Aïcha libre. « Ma fille, » murmure-t-elle, l'enlaçant. « Malik m'a appelé. J'ai cru qu'il t'avait emmené. » Aïcha s'accroche à elle, la rage laissant place à un soulagement tremblant. Mais son esprit revient à l'hôpital, au complot qu'elle a déjoué. Elle chuchote à Malik. Les preuves doivent être protégées. Ils essaieront de tout effacer. Malik hoche la tête, déterminé à l'aider. Les heures suivantes sont un tourbillon. La police de Dostridge arrive, recueillant les déclarations d'Aïcha et examinant les preuves. Carl et Gregory, sous pression, commencent à craquer, révélant des détails sur leur arrangement avec Victor Lang, arrêté plus tard pour espionnage industriel et tentative de meurtre. L'administrateur Fournier, impliqué dans la dissimulation des dysfonctionnements des caméras, est suspendu, mais Aïcha sait que sa punition sera légère,
une autre injustice qui alimente sa colère. Les médias s'emparent de l'histoire, certains la qualifiant de héroïne adolescente, d'autres remettant en question ses motivations, suggérant qu'elle a agi pour la gloire. Chaque article sceptique, chaque commentaire raciste en ligne ravive sa fureur. Pourquoi doit-elle prouver sa valeur encore et encore, alors que des hommes comme Carl sont crus sur parole jusqu'à ce que les preuves les écrasent? Quelques jours plus tard, Aïcha est chez elle, dans le salon modeste de ses grands-parents, lorsqu'un coup retentit à la porte. Clara ouvre, révélant une femme élégante, Patricia Laurent, vice-présidente de Caldwell Technologies. « Monsieur Caldwell souhaite vous parler », dit-elle, désignant une voiture noire garée dehors. Aïcha, méfiante, consulte sa grand-mère. Clara, avec sa sagesse tranquille, murmure. « Écoute ce qu'il a à dire, mais ne te sens pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Tu as fait ce qui était juste par devoir, pas pour une récompense. » Aïcha hoche la tête et suit Patricia. Dans l'habitacle luxueux de la voiture, Ethan Caldwell, vêtu de manière décontractée mais toujours imposant, l'accueille avec un sourire sincère. « Aïcha, merci de me rencontrer. Lily se remet bien. Les médecins disent que sans votre intervention, elle n'aurait pas survécu. Je vous dois tout. » Aïcha, mal à l'aise avec la gratitude, répond simplement « J'ai fait ce qui devait être fait. » Caldwell secoue la tête. « Vous avez montré un courage et une intelligence extraordinaires face à des obstacles immenses. Cela mérite une récompense. Je veux vous offrir une bourse complète pour n'importe quel programme d'ingénierie du pays. » L'offre est généreuse, un rêve devenu réalité. Mais Aïcha hésite. La rage qui bouillonne en elle depuis cette nuit à l'hôpital ne s'apaise pas. « Monsieur Caldwell, » commence-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Je suis reconnaissante, vraiment. Mais ce qui s'est passé à l'hôpital n'était pas juste une question d'espionnage. C'était aussi une question de qui est cru, qui est interrogé, qui est menotté sans preuve. J'ai été présumé coupable à cause de ma race et de mon âge. Une bourse changera ma vie, mais qu'en est-il des autres enfants de Dostridge, ceux qui ne sauvent pas la fille d'un milliardaire? » Caldwell la regarde, impressionné par sa franchise. « Vous parlez de changement systémique, pas de charité individuelle. »« Oui, » confirme Aïcha, sa voix ferme malgré la peur d'aller trop loin. « Dostridge a besoin d'infrastructures pour développer les talents, peu importe d'où ils viennent. Des programmes d'éducation technique, des mentors, des stages pour les communautés marginalisées. Les enfants de mon quartier ne rêvent même pas de devenir ingénieurs ou médecins parce qu'ils ne voient personne comme eux dans ces rôles. » Caldwell écoute attentivement, puis sourit. « Vous continuez de me surprendre, Aïcha Carter. La plupart prendraient de la bourse et partiraient, mais vous voulez plus. D'accord, offrons les deux, la bourse pour vous et une fondation pour Dostridge. Voulez-vous aider à la concevoir? » L'offre est inattendue, une chance non seulement de changer sa vie, mais celle de toute une communauté. Aïcha, submergée, tend la main. « Oui, monsieur, ce serait un honneur. » En quittant la voiture, elle sent un mélange de triomphe et de colère persistante. Elle a gagné une bataille, mais la guerre contre l'injustice est loin d'être terminée. Un an plus tard, Aïcha se tient devant la façade étincelante de l'Académie technique Clara Carter, dans le sud de Dostridge. Clara, les larmes aux yeux, coupe le ruban inaugural, entourée par une foule de résidents, de médias et de dignitaires. « Je n'ai jamais pensé voir mon nom sur autre chose qu'une boîte aux lettres, » murmure Clara à Aïcha, provoquant un rire ému. L'Académie, avec ses ateliers de pointe, ses laboratoires informatiques et ses programmes de formation, représente plus qu'un bâtiment. C'est l'aboutissement d'un rêve né dans une nuit de trahison et de courage. La justice a été rendue, mais pas sans coup. Carl et Gregory ont accepté des accords de plaidoyer, témoignant contre Victor Lang, dont le procès a révélé l'ampleur de la corruption dans l'industrie médicale. Fournier a reçu une peine avec sursis, une clémence qui irrite Aïcha. Mais l'Académie est une victoire plus grande. Financée par la fondation Lily Caldwell, elle offre des opportunités aux jeunes marginalisés, brisant les barrières qui ont failli détruire Aïcha. Lors de la cérémonie, Caldwell prend la parole, saluant le courage d'Aïcha et dénonçant les inégalités qu'elle a révélées. Aïcha, invitée à parler, s'adresse à la foule avec une conviction nouvelle. « Il y a un an, j'étais juste une fille réparant des voitures dans l'arrière-cour de ma grand-mère. Mais cette nuit à Crestview m'a appris que les mains qui réparent des machines peuvent aussi réparer des systèmes brisés.
Cette académie n'est pas pour créer des histoires exceptionnelles comme la mienne, c'est pour faire des histoires exceptionnelles la norme. En regardant la foule, Aïcha repère Malik, inscrit dans un programme d'infirmier, et le docteur Nguyen, qui enseigne à temps partiel à l'académie. Mais c'est une jeune fille noire, manipulant un robot avec assurance, qui capte son attention. Cette image, du potentiel reconnu et nourri, est tout ce pourquoi Aïcha s'est battue. Plus tard, Caldwell, tenant Lily, désormais une enfant d'1 an pleine de vie, s'approche. « Comment vous sentez-vous » demande-t-il. « Surréaliste » répond Aïcha, souriant, mais un bon surréaliste. Alors que la fête communautaire bat son plein, Aïcha et Clara se tiennent dans la cour de l'académie, devant une plaque racontant leur histoire. Non pas la version dramatisée des médias, mais la vérité d'une communauté transformée par le courage et la justice. La rage d'Aïcha s'est transformée en un feu qui alimente son avenir. Un avenir où elle continuera à réparer ce qui est brisé, des machines au système, pour que personne d'autre ne souffre comme elle. L'histoire d'Aïcha Carter, une adolescente confrontée à l'injustice et à la discrimination, suscite une profonde indignation, mais aussi une immense admiration. Son courage face à un système corrompu montre que la persévérance et la vérité peuvent triompher, même dans les moments les plus sombres. En France, où l'égalité est une valeur fondamentale, cette histoire nous rappelle l'importance de lutter contre les préjugés et de donner une voix aux marginalisés. La leçon que j'en tire est claire. Chacun de nous a le pouvoir de changer les choses, à condition de croire en ses convictions et d'agir avec intégrité. Dans ma vie quotidienne, je m'engage à défendre la justice, à écouter ceux que l'on ignore et à ne jamais baisser les bras face à l'adversité. Si cette histoire vous inspire, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo pour diffuser son message puissant et abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour soutenir Aïcha et toutes les voix courageuses. Ensemble, faisons entendre la vérité.